D'abord, il y a un débat simple, est-ce qu'on est pour ou contre l'Europe? Il y a des personnalités politiques qui sont contre l'Europe, contre la construction politique de l'Europe. Titre personnel, je pense que cette voie-là est respectable, mais qu'aujourd'hui, elle est dépassée parce que les événements ont fait que l'Europe, elle existe. Bon, d'abord, je crois que l'un des choix de cette campagne, c'est pas de savoir s'il faut l'Europe ou pas. L'Europe, c'est une réalité, elle existe, elle est peut-être méconnue, mais c'est une réalité. Et nous nous inscrivons dans cette réalité européenne. Alors la grande question, me semble-t-il, de cette campagne, c'est quelle Europe? On a deux messages différents qui s'opposent. Il y a ceux qui disent, écoutez, il suffira d'organiser le marché, de le simplifier, et ça nous suffira. C'est l'Europe libérale. Cette vision, c'est la stratégie du mieux-disant européen. Nous voulons nous servir de l'Europe pour moderniser la France et faire en sorte que cette Europe soit celle de la liberté, qui autorise les créations de richesses. Puis, il y a l'option que, moi, à titre personnel, je défends, qui est que l'Europe doit être, bien sûr, un marché sur lequel il doit y avoir des règles, des normes, et notamment au plan social, parce que c'est quand même l'essentiel. La logique socialiste, c'est d'exporter en Europe ce qui ne marche pas en France, pour passer à nos partenaires européens nos dépenses publiques, nos impôts, les 35 heures. Moi, je considère que l'Europe sociale, c'est l'Europe de l'emploi et pas l'Europe de l'assistance. L'Europe sociale, c'est d'abord l'Europe de l'emploi. Moi, je pense que l'Europe est un formidable levier pour trouver des emplois pour nos concitoyens. Sur l'emploi, moi je voudrais, sans être long, dire ce qui s'est passé depuis 2 ans. Lorsque Lionel Jospin a été nommé Premier ministre, c'était la signature d'Amsterdam. Il a souhaité qu'il y ait des conditions qui soient fixées pour la signature de la France, et notamment qu'il y ait ce sommet européen de Luxembourg sur l'emploi. Et à Luxembourg, il a été acté que chaque pays devait faire un plan national pour l'emploi, mettant l'accent notamment sur l'insertion des jeunes et la lutte contre le chômage de longue durée, et avec des obligations pour chaque État de les respecter. Il faut maintenant passer à une autre étape, pas simplement les pactes nationaux pour l'emploi, le pacte européen pour l'emploi. Deuxièmement, Lionel Jospin avait dit que ça serait bien, ça serait mieux que l'Europe, en tant que telle, comme puissance, dise nous voulons 3% de croissance l'année prochaine. Parce que nous nous mobiliserons dans chacun de nos pays pour créer cette croissance et créer les emplois correspondants. La question essentielle, c'est comment peut-on résorber le chômage dans notre pays? Tous les pays qui réussissent, les Anglais ont 2 fois moins de chômeurs que nous. Les Allemands ont 30% de moins de chômeurs que nous. Ils allègent les charges et ils permettent la création d'entreprises. Est-ce qu'on n'est pas frappé de ce chiffre considérable? Le Royaume-Uni a le même nombre d'habitants que la France. Ils ont 3 500 000 entreprises. Nous n'en avons que 2 millions. Donc je propose que nous nous inspirions de ce que les autres font, parce qu'ils résistent mieux que nous, parce qu'ils agissent mieux que nous en la matière. Prenez un exemple. Nous avons notre premier partenaire européen, l'Allemagne, qui a résolu le problème du chômage des jeunes. Il n'y a plus de chômage des jeunes en Allemagne. Eh bien, premier débat formidable, pourquoi la France ne s'inspire pas de ce qui se passe en Allemagne, où ils veulent donner un métier aux jeunes, alors que nous, on veut en France leur donner une occupation par Martine Aubry interposée. Nous avons été capables de faire la monnaie unique, nous avons été capables de faire le grand marché. Eh bien, si on n'a pas la même volonté, la même obstination, la même détermination pour l'emploi, vous pourrez réinterroger les Français. Ils auront toujours ce doute à l'égard de la légitimité de l'Europe. Nous proposons une harmonisation fiscale. L'harmonisation fiscale, mais soyons précis maintenant. La question qui est posée aujourd'hui aux Irlandais, c'est de relever leur niveau d'impôt sur les sociétés, comme il est demandé aux Luxembourgeois de relever leur impôt sur la fiscalité du capital, parce que sinon, il y aura des délocalisations et de mouvements de capitaux et d'entreprises. Et c'est cela qu'il faut faire. Comment attirer dans notre pays des entreprises? Le gouvernement de M. Jospin, c'est son droit, répond il faut augmenter les impôts, notamment l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Il faut créer des réglementations. Je dis qu'il n'y a pas d'autre solution en Europe qui marche que celle de la diminution de la fiscalité. Il faut faire une harmonisation sociale, ça veut dire qu'il faut faire un salaire minimum à l'échelle de l'Europe et faire converger vers le haut un certain nombre de systèmes sociaux. Alors, il y a ceux qui sont fatalistes et ceux qui se battent. Enfin, un mot sur le problème social majeur qui est celui des retraites. Dans la plupart des autres pays européens, on parle de la retraite à 65 ans. Et on dit aux Français qu'ils peuvent travailler 35 heures. Nous sommes les seuls en Europe à mentir à ce point-là à nos compatriotes. Ça, c'est l'Europe sociale. Permettre l'harmonisation, permettre l'échange des expériences. La mondialisation, elle touche tous les pays. Et elle ne peut pas épargner la France. Et quand j'entends Charles Pasqua nous dire avec l'Europe, vous allez ouvrir la mondialisation, c'est une erreur. Car la mondialisation, elle nous touche qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est pourquoi nous sommes européens. Je suis européen parce que j'ai conscience qu'avec l'Union européenne, nous pouvons
nous protéger de la mondialisation dans ses effets les plus durs, et nous pouvons tirer parti de la mondialisation pour faire gagner nos entreprises et donc nos emplois. Est-ce qu'on pense que nos producteurs guadeloupéens ou martiniquais, quelque part dans cette mer de Caraïbes, vont pouvoir résister seuls aux Américains? Justement, la seule façon de sauver notre agriculture, bananière ou autre, c'est que l'Europe puissamment s'oppose aux autres intérêts économiques des autres zones du monde. Mais regardez le monde. En Amérique du Nord, ils font l'Europe. Aux États-Unis, ils font l'Europe avec l'ANELA. Pourquoi avoir cette vision uniquement négative? C'est ça l'enjeu. Et donc il faut une volonté politique. Si c'est simplement une Europe de grands marchés, certains peuvent la proposer, alors c'est la mondialisation qui l'emportera. Naturellement que l'Europe n'a pas résolu tous les problèmes. Qui pourrait prétendre le contraire? Mais où en serions-nous sans l'Europe? Quelle serait la situation de notre pays aujourd'hui? Je trouve qu'on est très sévère avec le bilan de l'Europe. Regardez l'euro. Ça nous a permis de protéger nos industriels du textile, des dévaluations compétitives des Italiens, qui du jour au lendemain faisaient que le prix du textile, en France, était augmenté de 15 à 20%. À quoi ça sert de vouloir tout démolir, tout critiquer? Moi, je crois qu'il y a eu, avec la monnaie unique, un progrès. Il n'y aurait pas eu la baisse des taux d'intérêt que nous avons connue ces derniers mois, ces dernières années, sans la Banque centrale européenne, qui a été plus courageuse que ne l'était la Bundesbank, qui de toute façon nous mettait sous son joug, puisque nous n'avions rien à dire. Donc, je considère que ça a été un progrès. Je considère aussi que le fait qu'on ait un euro plutôt faible est plutôt une bonne affaire pour les entreprises françaises. Donc, je n'ai rien à redire par rapport à ce choix fondamental qui a été de faire la monnaie unique et l'euro. Mais maintenant, Robert Rue a raison, il faut qu'on équilibre politiquement cette création de la Banque centrale par une autorité qui peut être le gouvernement économique, c'est-à-dire en fait le Conseil des ministres européens, les chefs d'État et de gouvernement. Le cœur de la construction européenne, c'est l'endroit où se réunissent nos chefs de gouvernement. Pourquoi c'est le cœur? Parce qu'ils ont été démocratiquement élus. Et pourquoi je ne souhaite pas que ça soit la Commission? Parce que justement, ceux qui sont commissaires européens, gens estimables par ailleurs, n'ont pas été démocratiquement élus. Et il peut y avoir aussi un contrôle du Parlement européen, et c'est pourquoi nous proposons là que le Parlement européen puisse plusieurs fois dans l'année contrôler l'activité de la Banque centrale européenne afin de faire prévaloir le seul objectif qui compte. Quand il y a 16 millions de chômeurs en Europe, le seul objectif qui compte, ce n'est pas la lutte contre l'inflation, c'est la lutte contre le chômage. Alors, j'ajoute que le Parlement européen a renforcé son pouvoir, et c'est très bien. C'est un pouvoir de contrôle, ce peut être un pouvoir d'impulsion, mais vous ne pouvez pas avoir trois institutions qui prennent le pas. C'est d'abord le Conseil des chefs de gouvernement, ensuite le Parlement européen et enfin la Commission. Je suis opposé à la définition d'un État européen. Moi, je pense par exemple que le budget de l'Europe, quel que soit ce que nous avons engagé, compte tenu de ce qu'est le poids de la fiscalité sur nos compatriotes, nous ne pouvons pas l'augmenter. Donc, voyez-vous, je suis pour l'Europe, l'Europe des nations. Et j'observe en ayant circulé en Europe que nulle part en Europe, on ne propose l'Europe fédérale, c'est-à-dire une Europe qui en viendrait à considérer les pays qui la composent comme des régions de l'Europe. Nous sommes dans une campagne pour le Parlement européen. C'est ça l'enjeu. C'est pas pour parler de l'Europe en général, pour savoir si la nation doit avoir sa place et comment, s'il faut faire un traité, si même il faut élire un président. Nous sommes là pour constituer une majorité au Parlement européen pour voter des directives, des lois européennes. Nous devons savoir dans quel sens. C'est là l'objet du débat. Est-ce que ça va être plutôt des décisions qui vont dans le sens de la politique des marchés libérale, ou est-ce que c'est une politique qui vise à mettre des règles, et notamment en matière sociale, ou à avancer une ambition pour l'emploi? À partir de là, ce qui est intéressant, c'est de savoir si ce Parlement européen aura une majorité de centre-gauche ou de gauche, ou une majorité de centre-droit ou de droite. La première question qui se posera, est-ce que ça sera une majorité de gauche ou une majorité de droite?